On voit beaucoup de tendances qui prônent la maigreur, le contrôle, la restriction, l'hyperactivité physique pour modifier son aspect corporel, etc. Sur TikTok principalement, hein, et qui touchent du coup des très jeunes. J'en ai marre de batailler avec ma fille de 2 ans et demi. Elle ne mange rien depuis plus d'1 an, rien à part des pâtes, du riz et des frites. Est-ce que je risque de transmettre mon trouble à mon enfant? On ne peut pas comparer un enfant à un autre, et il peut y avoir des périodes où un enfant à l'âge de 2 ans va avoir du mal à manger certains aliments, alors que le frère à l'âge de 2 ans il mangeait de tout. Les enfants savent très bien manger à leur faim, quand ils ont faim, ne pas manger quand ils n'ont pas faim, et s'arrêter de manger quand ils n'ont plus faim, même si c'est quelque chose qu'ils adorent manger. Ma belle-mère refuse de donner un biberon avec Blédine à mon fils parce qu'elle considère que mon fils est trop gros. On valorise la perte de poids, on valorise l'hypercontrôle. Il grandira avec cette idée que le poids a de l'importance, que l'alimentation doit être restreinte et contrôlée. Et à partir de là, c'est un facteur de risque. Bonjour Camille. Bonjour. Aujourd'hui, on se rejoint pour un « On va tout partager » sur les troubles alimentaires. Donc juste pour refaire le petit cadre, On va tout partager, c'est un groupe Facebook qui a été lancé à l'origine pendant le Covid pour que les parents puissent discuter entre eux à cette période où c'était quand même hyper compliqué pour eux. Et aujourd'hui, en fait, on a près de 250 000 membres et plus de 80 000 commentaires par mois sur des sujets divers et variés, mais voilà, souvent sur des problématiques assez lourdes où ils se sentent démunis. Et on a eu besoin, nous, pour pouvoir y répondre, de créer ce format et d'inviter donc des spécialistes aujourd'hui sur la question des troubles alimentaires. Donc, tu es médecin psychiatre, oui, mais aussi autrice. Oui. Donc, Jeune, régime, minceur, la grande manipulation. Si tu veux nous en dire 2 mots. Oui, du coup, c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Le but du livre, c'est vraiment de contrer les idées reçues qu'on peut avoir sur l'alimentation, le corps, le poids, pour aider justement à ne pas avoir de facteurs de risque de développer des troubles alimentaires, en tout cas aider à se protéger du risque de développer des troubles alimentaires. Donc on déconstruit beaucoup de choses dans ce livre-là, c'est vraiment pour le tout public. Et on déconstruit aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur les troubles alimentaires. Oui, et aujourd'hui, ça commence assez tôt. On a des parents qui subissent de plus en plus d'injonctions et ça prend le terrain de l'alimentaire aussi. Ce qui fait qu'on a toujours peur de donner trop à manger, pas assez, Oui. de cuisiner des surgelés, pas assez de produits frais. Il y a le rythme, etc. Et on se rend compte que même chez des enfants très jeunes, ça peut créer une anxiété chez le parent liée voilà, au regard des autres, au poids de son enfant. Est-ce qu'il est dans la norme, pas la norme? Les enfants sont pesés très régulièrement dès la petite enfance et sont mis un peu dans des cases, dans des Ouais, dans des moyennes, courbes. dans des courbes, ce qui peut faire porter un peu une pression, et ce, Mm. dès tout petit, en fait. On regarde la quantité de lait qu'ils mangent, est-ce qu'ils grandissent bien, est-ce qu'ils boivent assez, pas assez, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dès l'enfance. On a tendance à penser que les troubles alimentaires, c'est les adultes, mais Mm. en fait non, ça peut commencer très tôt. Oui, complètement. Ça peut commencer chez l'enfant très jeune et en fait, ça peut arriver tout au long de la vie, hein. Les troubles alimentaires, même si ça touche majoritairement les adolescents, on va dire qu'il y a une prévalence plus forte chez les adolescents et les jeunes adultes, ça va aussi toucher les enfants et aussi toucher les adultes plus tard. Mais aujourd'hui, on va remonter la timeline. Ouais. On va commencer par les enfants qui sont plutôt petits. Ouais. On a un premier témoignage. Voilà, on est sur une petite fille qui a 15 mois Mmh. et une maman qui, en fait, là, est démunie parce que c'est elle-même qui se met la pression de faire en sorte que le repas se passe bien. Elle dit qu'elle a une petite fille qui est compliquée à table, qui mange très peu, qui joue avec la nourriture, qui a déjà un petit poids. Donc, Mmh. pour elle, elle ne peut pas se permettre de De lui sauter un faire repas. sauter des repas. Et voilà, chez elle, ça, elle le dit, je rentre d'une grande journée de travail, j'essaye de la faire manger, Mmh. ça bloque, je pète un plomb, je culpabilise d'avoir pété un plomb. Et derrière, j'ai une enfant de 15 mois qui mange de moins en moins. Mmh.
Ouais, non, mais c'est hyper compliqué parce que du coup, on a une pression au niveau de nous adultes, en fait, vis-à-vis des enfants qui est aussi très, très forte. C'est la société aujourd'hui, elle impose un petit peu ce rythme-là, ce contrôle-là du poids, de la bonne alimentation avec une pression qui est toujours de plus en plus forte. On a l'impression vraiment sur ce contrôle du bien manger, du ne pas donner de l'ultra transformé à notre enfant, pas du surgelé, mais du frais, du fait maison, ne pas oublier des catégories alimentaires et que l'enfant puisse être dans une bonne courbe de croissance, sans sortir de la courbe, d'avoir un espèce de contrôle comme ça de façon assez régulière. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui une pression qui est très forte chez les parents et qui, au final, peut-être amène à se poser des questions qu'on ne devrait peut-être pas se poser chez les enfants tout petits. Bien sûr qu'il faut faire attention, il faut être vigilant à ce qu'un enfant ne développe pas des troubles alimentaires ou des troubles psychiques et qu'il n'ait pas besoin finalement de soins très spécialisés par rapport à ça. Mais le risque, c'est aussi de surinterpréter des éléments et de créer aussi un hyper contrôle autour de ça, autour de ce poids, autour de l'alimentation, une hyper surveillance qui, au final, peut induire aussi des troubles. Donc, c'est pas simple de trouver la juste mesure et on fait ce qu'on peut quand on est parent. Dans l'enfance, quand on est les enfants très petits, voilà, en dessous de 4 ans, 4-5 ans, ils vont avoir des périodes où l'alimentation va être plus compliquée, où il va refuser Ouais. l'alimentation, où ils vont plus vouloir varier l'alimentation, ils vont plus vouloir de nouveaux aliments, ils peuvent manger moins. La courbe, elle peut être, oui, on peut être dans des courbes basses aussi de croissance. Ce qui va être important, c'est la durée de ces symptômes-là. Est-ce que ça dure vraiment longtemps dans le temps? Auquel cas, je commence à m'inquiéter. Effectivement, c'est pas juste une période transitoire qui peut être normale et s'améliorer spontanément, on va dire. Et est-ce que la courbe de croissance de mon enfant est en train de chuter en fait? Est-ce que je suis toujours sur la courbe, correctement? Est-ce que ça avance correctement? Ou est-ce que j'ai une cassure de la courbe de croissance? Et auquel cas, là aussi, c'est un facteur inquiétant. Oui, parce que les parents s'inquiètent beaucoup quand ils ont l'impression, que eux ça dure, mais c'est vrai qu'on se compare aussi par rapport, Mmh, voilà, soit à la fratrie, aux autres bien sûr. enfants, soit aux cousins, cousines, à l'école et Mmh. cetera et on commence, à paniquer finalement. Ouais, on panique et en fait, c'est important de rappeler que chaque enfant va évoluer quand même différemment. Enfin, on peut pas comparer un Ouais, enfant à un autre et il peut y avoir des périodes où un enfant à l'âge de 2 ans va avoir du mal à manger certains aliments, alors que le frère à l'âge de 2 ans, il mangeait de tout. Il faut pas non plus, voilà, c'est pareil. C'est important de prendre un peu de recul par rapport à ça et de souffler un peu, de lâcher un petit peu la pression par rapport à ça et vraiment de surveiller plutôt un peu avec un regard un peu plus à distance, même si en tant que parent, c'est dur. c'est un peu dur de faire ça. Mais de vraiment voir, est-ce que ça dure longtemps dans le temps? Est-ce qu'il y a un impact au niveau de la croissance de mon enfant, de ses courbes de croissance? Est-ce que j'ai l'impression que mon enfant en souffre aussi de Ouais. ça? Parce que si il veut pas manger, mais qu'à côté de ça, il joue, il est dans l'interaction, ça se passe bien à la crèche, il y a pas de problème avec ses frères et sœurs, enfin voilà, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut observer autour. Il y a pas que l'alimentation, que le poids, il y a aussi d'autres choses. Et tu parlais tout à l'heure de, combien de temps ça dure. Maman nous dit: «J'en ai marre de batailler avec ma fille de 2 ans et Mmh. demi. Elle ne mange rien depuis plus d'un an, rien à part des pâtes, du riz et des frites. Le tout sans sauce, pas de viande, pas d'œufs, aucun fromage, aucun légume. Si on essaie de la faire goûter, elle tire au cœur. Je précise que je faisais ses pots moi-même et qu'elle a goûté de tout quand elle était bébé. Elle a été malade une fois et depuis plus rien. La pédiatre me dit que c'est une phase, mais ça fait long. L'école approche et je crains la cantine». Ouais. Là, c'est vrai que 1 an, Ça ça fait fait long. long. Il faudrait consulter un médecin, voir un petit peu où elle en est au niveau de son développement. Est-ce qu'il y a eu une cassure à un moment donné ou pas en lien avec cette alimentation qui est pas diversifiée, en tout cas qui est très sélective? Ça peut faire partie de troubles alimentaires de l'enfant. Mais encore une fois, on peut pas poser un diagnostic comme ça sur Bien un sûr. témoignage, hein, ça c'est clair. Il faut aller consulter dans ces cas-là pour voir s'il y a des conséquences de ce comportement-là et est-ce que derrière il y a un trouble alimentaire. Il peut y avoir comme ça des moments chez les enfants, hein,
Un développement de troubles alimentaires à partir d'un épisode de gastro-entérite ou un épisode de fausse route ou de vomissement suite à une prise alimentaire qui va donner peur à l'enfant en fait de s'alimenter et qui derrière peut développer des troubles. Donc ça peut arriver, ça doit être pris en charge, hein, mais voilà. Là, dans ce cas-là, je pense que c'est important d'aller consulter pour le coup. Le psychologique, joue beaucoup, surtout chez les parents qui ont eux-mêmes pu traverser, Mm. des troubles alimentaires. On a quelqu'un qui nous dit: «J'ai été boulimique pendant des années. Aujourd'hui, je suis enceinte d'une petite fille et j'avoue que ça me fait un peu peur. J'ai tellement souffert de mon rapport au corps et à la nourriture, j'ai peur de lui transmettre ça même sans le vouloir. Je veux qu'elle grandisse libre, sans obsession, sans se juger, sans entendre des remarques sur son poids. J'essaye de déconstruire tout ça, mais c'est pas évident». Ouais, c'est des choses que moi je retrouve souvent en consultation. Donc je suis plus des adultes, mais j'ai suivi pendant un temps beaucoup de mamans ou de futures mamans qui souffraient de troubles alimentaires ou qui avaient souffert de troubles alimentaires. Et il y a beaucoup cette question qui revient de est-ce que je risque de transmettre mon trouble à mon enfant, consciemment, inconsciemment, génétiquement parlant. C'est important d'avoir en tête que les troubles alimentaires, vraiment le déclenchement des troubles, c'est multifactoriel. C'est pas un élément qui va faire que une personne va développer un trouble alimentaire, et c'est pas parce que moi en tant que maman j'ai souffert de troubles alimentaires que mon enfant va souffrir de troubles alimentaires. Donc ça déjà, d'essayer de se rassurer par rapport à ça. La seule chose qu'on transmet éventuellement à un enfant en tant que maman quand on a souffert de troubles alimentaires, c'est une vulnérabilité génétique au développement de ces troubles. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai la vulnérabilité génétique que je vais développer forcément un trouble Oui, alimentaire non plus. Donc, encore une fois, il faut se déculpabiliser. Le parent n'est pas responsable du trouble alimentaire de l'enfant. Après, ce qui va être important pour ces personnes-là, cette maman-là, par exemple, si elle souffre encore activement de son trouble alimentaire, c'est d'avoir un suivi et d'être accompagnée pendant sa grossesse et pendant le postpartum ouais. pour l'accompagner justement dans cette relation à l'enfant, cette relation à l'alimentation de l'enfant, le rapport au corps, la transmission du rapport au corps. Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler et l'aider justement à prendre conscience, reformuler, changer certains comportements peut-être dans les habitudes de vie à table, etc. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on peut agir pour protéger son enfant au développement des troubles alimentaires, comme il peut y avoir des comportements et des propos qui vont favoriser les troubles alimentaires. Donc ça, vraiment, le fait d'être accompagné, ça permet de prendre du recul et que les soignants autour de la maman puissent l'aider à repérer les choses qui pourraient être dysfonctionnelles et l'aider à mettre en place des choses qui soient justement protecteurs. Tu parlais, ça tombe bien, tu parlais de, voilà, de ce qui peut se passer autour et qui influe sur les troubles alimentaires. On a une maman, qui nous dit, «Ma belle-mère refuse de donner un biberon avec Blédine à mon fils parce qu'elle considère que mon fils est trop gros. Je précise que même s'il se porte bien, il est en dessous des moyennes pour son âge. Elle crie à qui veut l'entendre que mon fils est obèse. Que feriez-vous à ma place, sachant que si je lui laisse mon enfant, c'est parce que je n'ai pas de possibilité de faire autrement pour la garde?» C'est hyper dur quand son propre parent, alors là, c'est la maman de son conjoint, mais quand c'est en fait, le regard externe qui Mm. commence à créer ce genre de propos sur un enfant qui a, enfin, même si elle en avait 14, hein, mais Oui, c'est pareil. qui là, enfin, est tout petit, quoi. Bah, Encore au biberon, enfin. là, ce qui est encore plus dur, c'est que c'est la famille proche et qu'en plus de ça, en tant que parent, enfin, voilà, on fait ce qu'on peut aussi pour la garde des enfants et qu'on Bien n'a pas sûr. toujours de moyens de faire différemment et qu'on fait aussi avec ce qu'on a. Mais en fait, ça, c'est une question qui se pose pour tout le monde parce que les remarques grossophobes, entre guillemets, enfin, je veux Oui. dire, c'est ça, hein, faut pouvoir dire les choses. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous a fait beaucoup internaliser un idéal de minceur. On valorise la minceur, on valorise la perte de poids, on valorise l'hypercontrôle, on va dénigrer voilà, la prise de poids, associer à quelque chose de très négatif le fait d'être en surpoids, le fait d'être en situation d'obésité. Notre société, elle induit ça chez nous et dans nos propos et nos comportements. Si on n'en prend pas conscience, on peut facilement tenir des propos qui vont être des facteurs de risque pour un enfant d'avoir une insatisfaction corporelle, d'avoir une préoccupation autour du poids qui va être très forte et
qui peut derrière l'amener à développer des troubles alimentaires. Et en fait, bon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir déjà conscience ou pas de ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont conscience aussi de leurs propos. Et il y a plein de personnes qui ne se rendent absolument pas compte que leur propos peut être néfaste pour un enfant ou pour un adulte. Enfin, je veux dire, c'est la même chose pour tout le monde. Mais l'enfant, il est en construction, il va beaucoup écouter, il va mimer aussi les comportements des adultes. Donc, c'est d'autant plus à risque chez un enfant qui est en construction. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que c'est très explicite, du coup, ces propos-là. Est-ce qu'elle peut en parler avec sa belle-mère, du coup, c'est ça. Est-ce qu'elle peut en parler avec elle, essayer de voir si elle a conscience aussi du risque que ça peut créer d'avoir ces propos-là avec son enfant. Après, on peut pas changer les gens non plus, mais on peut expliquer que ça peut être une source de souffrance, que ça peut être à risque derrière, que l'enfant développe des troubles alimentaires ou des troubles psychiques, juste parce qu'effectivement, il grandira avec cette idée que le poids a de l'importance, que l'alimentation doit être restreinte et contrôlée, et à partir de là, c'est un facteur de risque. Oui, et d'ailleurs, parfois, tu disais, si on en a conscience, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que on a une maman qui a une crainte, c'est elle directement envers son fils. C'est assez limpide parce que même dans la manière dont elle le dit, elle justifie, elle dit: «Il aura 6 ans début avril, mesure 122 centimètres pour 30 kilos». Donc déjà, il y a quand Déjà même bien ce contrôlé. truc de genre voilà, genre l'état des lieux, quoi. Il mange normalement, pas de grignotage, rien. Au contraire, je le prive beaucoup. Il commence à sentir ma peur envers lui de l'obésité, car quand je le mets sur la balance, pas toujours, environ tous les 15 jours, 3 semaines, il me demande toujours: «Alors maman, je suis gros?» Et ça me fend tellement le cœur d'entendre cela. Il ne paraît pas gros, mais pas maigre non plus. Je fais attention plus, mais lui le ressent également. Mais je ne veux pas qu'il pense que maman le trouve gros. Je veux juste son bien pour lui. Est-ce que finalement, en voulant éviter à nos enfants, etc., justement de prendre du poids dans une société qui est grossophobe, etc., finalement, est-ce qu'on provoque pas l'inverse ? Si. C'est-à-dire de pousser à la surconso pour... C'est clairement pas simple parce que cette maman-là, elle doit être en grande souffrance. Si ça se trouve, elle a été en surpoids ou en obésité, ou elle a connu des personnes qui étaient dans ces situations-là. Elle a dû avoir ce retour très négatif du regard de la société ou des autres sur ce corps. Et elle veut protéger son enfant, finalement. Enfin, à la base, c'est très bienveillant. C'est pour qu'il se sente bien, qu'il grandisse bien dans cette société, qu'il ne soit pas rejeté, qu'il ne soit pas harcelé. Enfin, parce que malheureusement, la société, elle est comme ça. Et le problème, c'est que là, pour le coup, tout est très contrôlé. L'alimentation, elle est restreinte. Elle est contrôlée aussi avec des interdits. Et ça, c'est extrêmement dangereux, en fait, pour l'enfant, qui va, du coup... se construire dans ça, qui va avoir des frustrations par rapport aux copains qui vont manger autre chose, qui va peut-être développer des compulsions sur les aliments aussi, et qui du coup risque de lui faire prendre plus de poids que ce qu'il aurait pris normalement avec une alimentation classique. Et le fait de contrôler le poids aussi fréquemment, là, ça me perturbe aussi. Enfin, je me dis, tous les 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup. Mais oui. C'est énorme, en fait. C'est vrai que pour un enfant, mais même pour un adulte, pour moi, je le répète souvent, la balance, c'est pas l'accessoire indispensable de la salle de bain, clairement. La balance, ça doit être utilisé par le médecin quand on a besoin de surveiller quelque chose sur le plan médical. Un enfant, il va chez le pédiatre, il a sa surveillance régulière de son poids. Toutes les 3 semaines, c'est beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup trop. C'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis dit, oula, moi, en fait, mais ça montre à elle quel est pesée point une fois par an chez la visite du pédiatre, mais genre, je le fais jamais en dehors de ça. Mais ça montre à quel point c'est préoccupant pour cette maman, qui du coup doit avoir elle-même un contrôle de son poids qui doit être très, très fréquent, très régulier, pour justement anticiper, s'assurer que tout reste bien dans les clous. Et le problème de vouloir absolument tout contrôler, c'est que justement on perd le contrôle sur ce qui se passe. Et le risque derrière, c'est que l'enfant il intellectualise son alimentation, qu'il mange en fonction de son poids, qu'il ait des préoccupations corporelles,
une insatisfaction corporelle et qui cherchent à reproduire en fait ça. Et derrière, Exactement. souvent pour ce type de restrictions-là, on voit des enfants qui vont développer des compulsions plutôt, qui vont à un anniversaire chez un copain ou à l'école, il y a un anniversaire, il y a un gâteau, il y a des bonbons, j'ai jamais eu accès à la maison ou j'ai pas accès à la maison et du coup, je vais me remplir. Je vais me remplir et l'enfant, il apprend en fait à vivre comme ça. Donc ça devient aussi quelque chose de normaliser la compulsion. Et au final, je sais plus trop écouter ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, est-ce que j'ai encore faim, est-ce que j'ai plus faim. Parce que je m'écoute plus puisque je dois suivre quelque chose de très extérieur qui est le contrôle de mon poids, ce qui est bon, pas bon, avec une diabolisation de certains aliments. Enfin voilà, tout ça, ça peut conduire à des troubles alimentaires assez facilement, j'ai envie de dire. Et malheureusement, c'est aussi notre société. C'est pas nous, en tant que parents, qui faisons forcément mal. C'est aussi parce que on a une société qui nous a renvoyé à cette crainte de la prise de poids, du surpoids, de l'obésité, d'une alimentation ultra transformée, etc. C'est difficile de faire la part des choses et de trouver la bonne nuance et le bon équilibre pour soi et encore plus, je trouve, pour ses enfants. Oui. Tu parlais de sensation de faim. C'est vrai que, nous, on a aussi un héritage avec, les parents, les Mmh, grands-parents et cetera. On est de la génération, «finis ton assiette» mmh. et c'est vrai qu'on parle souvent du consentement, chez les enfants. Il y a des choses qui sont assez innées, chez les enfants. Le consentement, en fait, les enfants, quand ils ont pas envie de faire de bisous, ils en font pas. Mmh. On leur dit: Va dire bonjour, fais un bisou». La nourriture, c'est un peu pareil. Ils savent quand ils ont faim ou pas faim Ouais. et souvent, on leur dit: termine ton assiette, là, tu termines ça, donc en fait, finalement, j'ai l'impression que tout ce qui était inné chez nous quand on est enfant, de savoir s'arrêter de manger, de savoir de Mmh. quoi on a envie et cetera, finalement, Disparaît. Mmh. disparaît, en grandissant pour Ouais, des ouais, choses complètement. qui, voilà, ne pas gâcher, c'est une chose, faisons des plus petites assiettes, resservons, mais c'est vrai que, il y a ce truc de, il faut que tu manges assez mais pas trop. Mmh. Non, non, mais c'est très compliqué. C'est une injonction un peu paradoxale. Enfin, il y a un double discours. Il y a effectivement, il faut tout manger, mais pas trop manger. Il faut pas gâcher. Enfin, non, non, il y a plein de contradictions en fait dans ce qu'on nous demande de faire par rapport à l'alimentation et par rapport aux enfants et par rapport à nous-mêmes. Et effectivement, si je peux revenir sur les sensations alimentaires, les enfants savent très bien manger à leur faim quand ils ont faim, ne pas manger quand ils n'ont pas faim et s'arrêter de manger quand ils n'ont plus faim, même si c'est quelque chose qu'ils adorent manger. Ils vont réussir à s'arrêter. Et en fait, au fur et à mesure qu'on devient adulte et de par notre société, on intellectualise de plus en plus notre alimentation. On se dit, ça, je devrais peut-être pas trop manger, donc on va s'arrêter. Là, j'ai peut-être mangé un peu trop. Enfin, on finit par plus écouter son corps, chose qu'on essaye de retrouver par la suite quand on soigne les troubles alimentaires, justement, et quand on essaye de retrouver un rapport serein à l'alimentation. C'est vraiment d'essayer de retrouver, de repérer, d'identifier à nouveau ces sensations-là. Ça va être hyper important. Et en fait, du coup, notre discours, malheureusement, va intellectualiser aussi l'alimentation de l'enfant risque de se détacher de plus en plus de ça. Le petit garçon de 6 ans qui ne peut pas manger ce qu'il a peut-être envie de manger, qui est un peu restreint parce qu'il ne doit pas prendre de poids, etc., il n'écoute plus vraiment ses sensations. Et peut-être qu'il va avoir des compulsions à d'autres moments ou se remplir de bonbons parce qu'il n'a pas le droit à certains moments. Il ne va pas écouter non plus ses sensations du coup. Il va aller au-delà. Et en fait, il va prendre l'habitude à ne pas les écouter ou à aller au-delà. Et c'est comme ça qu'on développe un rapport qui est perturbé à l'alimentation au final. Et toutes ces injonctions, voilà, on les voit, on les subit même en tant que parents Mm. et cetera, mais on se rend compte que, les troubles alimentaires peuvent commencer tôt, mais il y a quand même c'est à l'adolescence que tout ça, Mm. se révèle. Aujourd'hui, on est, encore plus surexposés, c'est-à-dire que notre génération avait, la télé, les magazines, Ouais. les encarts pubs dans le métro pour se dire: «OK, je suis plus ou moins dans la norme». Aujourd'hui, les adolescents et surtout les adolescentes sont noyés d'images, Ouais. sur les réseaux sociaux, voire, de tendances, affreuses, comme Skinny Talk où, Mm. voilà, il faut essayer d'être le plus maigre possible. On a un peu l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière. C'est-à-dire que pendant des années, c'était, body positive, même si ça restait beaucoup de façade, mais il y avait quand même ce Mm. discours de libérons tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression que les adolescents, c'est revenu, Ouais. puissance 1000, ce culte de la maigreur et du coup,
les troubles avec. Ça n'a jamais vraiment disparu, mais c'est vrai qu'il y a des périodes avec plus de tendance sur ce sujet-là. Et on a eu une période plus body positive, body neutrality aussi, qui était là et qui avait l'air de prendre plus de place, même si je vous rejoins, c'est pour moi beaucoup de façade aussi, malheureusement, sur ça. Ces derniers temps, effectivement, on voit beaucoup de tendances qui prônent la maigreur, le contrôle, la restriction, l'hyperactivité physique pour modifier son aspect corporel, etc. Sur TikTok principalement, hein, et qui touchent du coup des très jeunes filles, très jeunes hommes aussi, hein, qui malheureusement sont aussi touchés par les troubles alimentaires. On en parle moins et c'est moins fréquent chez eux, mais ça n'empêche que ça existe aussi. Par rapport à l'exposition aux images idéalisées de minceur et aux messages comme ça un petit peu pro-maigreur, pro-minceur, ce qui est montré dans les études scientifiques, c'est que plus on va être exposé, plus on risque d'avoir une insatisfaction corporelle. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément développer des troubles alimentaires, parce que ça, c'est vraiment plus complexe que ça. Il ne faut pas trop simplifier non plus et raccourcir le chemin. Mais c'est vrai que la surexposition à ces images-là va faire que je me pose des questions sur ma propre silhouette, je remets en question ma propre silhouette, et si je suis quelque part aussi un peu fragile, j'ai pas une bonne estime de moi, j'ai pas confiance en moi, je me dévalorise déjà un petit peu, c'est vrai que ça peut induire une majoration de mon insatisfaction corporelle et derrière me faire mettre en place des comportements, des conduites sur mon alimentation, mon activité physique qui vont aller dans le sens de troubles alimentaires. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent le trouble alimentaire, ce n'est pas l'image qui crée le trouble alimentaire non plus. Et c'est vraiment, les troubles des conduites alimentaires sont des maladies psychiatriques qui sont multifactorielles. En fait, on parle d'un terrain, un parcours de vulnérabilité. On parle de terreau fertile, plus ou moins fertile, dans lequel peuvent se développer des troubles alimentaires. Et ce terreau plus ou moins fertile, ça va être fertilisé, entre guillemets, par l'insatisfaction corporelle, par le harcèlement corporel, par le fait d'avoir eu des propos, justement, autour de son corps, des propos grossophobes, le fait d'avoir vécu des traumatismes, le fait d'avoir des troubles anxieux, une personnalité particulière. Tout ça, ça va être un terreau plus ou moins fertile du coup au développement des troubles alimentaires. Et à ça, il faut qu'il y ait un ou plusieurs facteurs déclenchants qui va faire que derrière, je développe le trouble alimentaire. Et ces facteurs déclenchants, le plus souvent, ça va être des régimes restrictifs qu'on va retrouver malheureusement aussi du coup sur les réseaux sociaux avec ces tendances de il faut suivre ce régime hypocalorique pour avoir le corps tendance que je vous montre sur cette trend TikTok. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer et qui sont multipliées par les réseaux sociaux, qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, mais il faut bien avoir en tête que c'est tout un parcours de déclenchement des troubles alimentaires qui n'est pas lié que directement aux réseaux sociaux. Ok. Voilà. Et en tant que parent, c'est quoi les premiers signes de troubles alimentaires ? Comment on peut se dire, OK, là, c'est le moment de consulter ? À quel moment on sent que ça décroche ? Il y a plein de choses un peu. Il y a des symptômes plus ou moins spécifiques. Après, ça va être surtout mon enfant mange moins, perd du poids, a l'air d'être en souffrance, s'isole, saute des repas, refuse les repas, trie dans son assiette, ne veut plus manger certaines choses, me dit qu'il est préoccupé ou me parle beaucoup de son aspect corporel, de son aspect physique, d'une envie peut-être de perdre du poids, un surinvestissement dans le sport, peut-être dans le but aussi, encore une fois, de contrôler son corps. Donc ça va être ces éléments-là, en fait, il y a plein de symptômes possibles, mais tous ces éléments-là vont être importants à prendre en compte pour derrière se dire là il y a peut-être un petit souci, il y a peut-être un souci tout court et il faut que j'aille consulter avec mon enfant. Il faut déjà que je lui en parle. Je pense que la première chose, c'est en parler avec lui, voir ce qu'il ressent et ce qu'il est capable de me dire vis-à-vis de ça, rester assez ouvert aussi, sans jugement par rapport à ça, et ensuite l'amener vers des soins. Et donc un parent qui est dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, peut-être parce qu'il a vécu des choses en ce sens aussi, mais finalement, ce serait peut-être à lui d'aller
consulter? Bah, potentiellement, ça peut être aidant, vraiment. Après, on aurait tous besoin de voir, je pense, pour moi, un psychologue, faire une psychothérapie. Oui. Mais effectivement, ça renvoie à des difficultés personnelles. Je veux dire, de la personne qui est dans l'hypercontrôle, qui est dans ces restrictions-là et de cette peur de la prise de poids de l'enfant ou de soi-même, bah, ça renvoie à des choses que la personne elle a probablement vécues et peut-être un besoin de retrouver un rapport elle-même plus sain et serein à son corps, à son alimentation, pour mieux le transmettre à l'enfant. Mais C'est donc, déjà pas mal. ça peut être pas mal du coup de consulter aussi de son côté quand on voit qu'on est dans cet hyper-contrôle, dans cette inquiétude en permanence. C'est important de se faire accompagner en fait. Les premiers troubles vraiment, du comportement alimentaire, on peut les déceler dès quel âge? Bah, ça dépend des troubles alimentaires, il en existe vraiment beaucoup. Il y a des troubles alimentaires qui peuvent être dépistés très tôt chez les enfants très jeunes, vers l'âge de 2, 3, 4 ans. Ces troubles alimentaires-là, donc ils sont définis sous le terme d'ARFID souvent. Donc l'ARFID, c'est un trouble alimentaire assez spécifique qui se définit par le fait de manger insuffisamment pour un enfant, insuffisamment par rapport à ses besoins, mais sans chercher à contrôler son poids. C'est vraiment un enfant qui va manger moins, en petite quantité, sélectionner son alimentation, avoir peur peut-être des nouveaux aliments, mais ça va durer dans le temps, ça va impacter sa croissance, ça va impacter son développement et potentiellement aussi son psychisme, sa santé mentale. Et donc, à ce moment-là, on parle de troubles alimentaires et ça nécessite un diagnostic par des médecins et un suivi pluridisciplinaire, une prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça, c'est chez les enfants vraiment petits. Mais Après, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Parce qu'il y a pas une recherche de la minceur à ce stade-là chez ces enfants-là? non, mais ça peut être plein de choses après, hein. C'est très, très varié. Ça peut être un trouble anxieux sous-jacent. Ça peut être le fait d'avoir vécu une fausse route et derrière avoir une peur de l'alimentation. Ça peut être associé à des traits autistiques aussi, avec des difficultés par rapport à des odeurs, à des textures, à des couleurs, qui fait que l'enfant il va sélectionner son alimentation. Ça peut être vraiment, il y a plein de choses différentes qui peuvent induire des difficultés alimentaires et derrière, un enfant qui va avoir des facteurs de vulnérabilité à développer ça, va développer ce trouble. Euh, donc voilà, ça c'est chaque trouble est assez différent et ça doit être pris en charge de façon personnalisée par une équipe spécialisée vis-à-vis de ça. Ça, il y a peu d'équipes qui existent du coup pour les troubles alimentaires de l'enfant très petit comme ça. À Paris, par exemple, ça va être l'hôpital Robert Debré qui est centre de référence pour les TCA de l'enfant. Et après, en dehors de cette forme qui vraiment touche les enfants plus petits, enfants qui vont devenir adultes. Moi, je vois en consultation des personnes qui souffrent d'ARFID adultes, donc ils ont toujours une alimentation sélective ou qui n'ont pas été pris en charge. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver après chez l'adulte. Mais plus tard, en fait, en grandissant, ce qui va plus se développer, c'est les troubles alimentaires type anorexie mentale, boulimie nerveuse et encore plus tard de l'hyperphagie boulimique. C'est quoi? Alors, c'est quoi l'hyperphagie boulimique? Ouais. L'hyperphagie boulimique, c'est le fait de souffrir de façon répétée de crises d'hyperphagie. Donc, on va ingurgiter une grande quantité d'aliments en très peu de temps D'accord. et derrière se sentir en grande souffrance, être très douloureux, se sentir très coupable et en fait répéter ces crises dans le temps. Il va y avoir une répétition de ces crises dans le temps, sans essayer à la différence de la boulimie nerveuse, parce que on peut confondre les deux. La boulimie, c'est aussi une répétition de crise d'hyperphagie, mais derrière, la personne, elle va chercher à compenser cette prise alimentaire, soit en se faisant vomir, en se restreignant, en jeûnant, en prenant des médicaments pour perdre du poids ou des choses comme ça, pour essayer de compenser la prise alimentaire de la crise. Dans l'hyperphagie boulimique, il n'y a pas de compensation, et du coup, la personne, elle va prendre du poids, elle peut se retrouver en situation d'obésité. D'accord. Voilà. Et chez les adolescents, est-ce qu'il y a des parcours dédiés aujourd'hui? Comment les parents peuvent accompagner leur adolescent avec un TCA?
il y a des centres spécialisés pour les TCA de l'adolescent, de l'enfant et de l'adolescent qui existent. Donc, chez l'adolescent, on va plus retrouver de l'anorexie mentale et de la boulimie nerveuse. L'anorexie mentale, ça peut même être un peu plus tôt que l'adolescence. Il y a des formes d'anorexie mentale précoce. Donc, c'est le fait d'avoir une alimentation qui est restreinte, le fait du coup d'avoir en conséquence un poids qui est en dessous d'un poids attendu pour la personne, avec des perturbations de l'image corporelle. Alors souvent, les personnes se voient plus grosses qu'elles le sont réellement. Souvent, un déni aussi des symptômes et une peur intense de devenir gros ou de prendre du poids, avec voilà, vraiment cette recherche de perte de poids qui va être assez active. Donc cette anorexie mentale-là, qu'elle soit précoce ou un peu plus tard chez l'adolescent et même peut survenir chez l'adulte aussi, elle doit être prise en charge dans des centres très spécialisés pour les troubles des conduites alimentaires de l'adolescent. À Paris, il existe plusieurs centres différents. Il y a par exemple la Maison de Solène qui existe et qui prend en charge spécifiquement ces troubles-là de l'ado. Il y a l'Institut Mutualiste Montsouris qui existe aussi. Et après, il y a d'autres structures type hôpital de jour, soins-études, qui va concilier aussi bien les soins, des fois de façon très intensive, avec de l'hôpital de jour, au maintien en fait de la scolarité, ce qui va être aussi important pour l'adolescent, de ne pas se couper finalement de sa scolarité et de son milieu, et de pouvoir avoir aussi bien les soins que le parcours scolaire. Tu parlais de déni, mais le déni il peut être de la part des parents aussi, Ouais. qui peuvent avoir du mal à admettre l'anorexie ou la boulimie de leur enfant et avoir peur du parcours qui attend derrière, et finalement de repousser cette étape de OK, il y a un problème, et d'en chercher les causes aussi. Ouais, mais même au-delà d'avoir peur d'aller affronter ça, il y a vraiment un potentiel déni qui peut se mettre en place au sein de la famille où le parent ne voit pas et il n'est pas conscient en fait de ce qui se passe. Il ne voit pas que l'enfant est en train de perdre du poids, il ne voit pas la perte de poids, il ne voit pas la restriction. Et ça peut survenir au début souvent du trouble, c'est plutôt le début, avec l'enfant qui lui aussi est dans le déni. Et ça, il faut aussi l'avoir en tête parce que il y a beaucoup de parents qui se disent mais j'aurais dû le voir plus tôt, j'aurais dû agir plus tôt, si j'avais fait ça avant, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. En fait, ils pouvaient peut-être pas le voir. Et s'ils sont dans cette forme de déni-là, ils peuvent pas en sortir par eux-mêmes. Enfin, c'est compliqué. Donc, le déni, il va s'estomper, il peut s'estomper. Voilà, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Et dans ces cas-là, les parents vont réagir à ce moment-là ou sur une remarque d'un proche à l'extérieur aussi qui va voir la situation, d'un médecin ou autre. Et c'est souvent à ce moment-là que les parents vont réagir et amener l'enfant aux soins. Et c'est déjà très bien de pouvoir faire ça. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus se surculpabiliser en tant que parent où on se sent déjà coupable de plein de choses et on se met déjà la pression sur plein de choses. Ce type de maladie-là, malheureusement, il peut y avoir un déni aussi de la part des parents et on ne peut pas contrôler. Merci pour tous ces bons conseils. Rien. Si je résume finalement, il y a un terreau fertile derrière chaque TCA. C'est pas juste, et on le rappelle pour les adolescents, mais c'est pas juste l'exposition aux écrans et à des contenus un peu problématiques qui va provoquer ça. Ça n'aide pas, c'est sûr, mais si je comprends bien, il y avait tout un terreau qui a mené à ça. Ne pas culpabiliser si on l'a pas vu tout de suite. Oui, c'est important. Et se faire aider, voilà, aller se faire consulter. aider, moi je dirais le plus tôt possible. On sait que plus la prise en charge est précoce, plus ce sera favorable dans l'évolution. Donc vraiment, dès que vous avez un doute, un questionnement sur l'alimentation de votre enfant, de votre ado, il faut aller consulter. Il faut en parler tout de suite. Il ne faut pas attendre quand on a une inquiétude vis-à-vis de ça. Et pour les plus petits, finalement, respecter le rythme de l'alimentation de l'enfant, ses envies, pour pas lui faire perdre ses sensations non plus, et s'inquiéter s'il y a réellement une cassure de la courbe. Ou une souffrance de l'enfant. C'est ça. Et pas besoin de les peser toutes les 3 semaines. Non, on peut lâcher la balance. On peut lâcher la balance. Pour soi et pour les enfants. Oh, moi, ça fait longtemps que je l'ai lâché. Camille, je rappelle donc que tu es médecin psychiatre et autrice du livre Jeune, régime, minceur, la grande manipulation, qu'on peut te retrouver sur ton compte Instagram, doc.tca, c'est ça? Tout à fait, si je dis pas de bêtises. doc.tca. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette émission. Et à bientôt, peut-être. Si tu sors un autre livre, n'hésite pas. Avec plaisir. Merci.